Eric, il est là. C'est à ce jour le 39e invité qui vient nous raconter son histoire avec une montre de plongée. Mais il manquait quelque chose avec toutes ces histoires. Et oui, la houle, le froid, le courant, le silence, la solitude, toutes ces émotions qu'on peut vivre en faisant de la plongée. Vous l'avez deviné, Eric est un plongeur chevronné avec plusieurs centaines de plongées à son actif. Si vous voulez voyager et plonger dans toutes les mers du monde avec Eric et sa Submariner 114 060, restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Eric, ça va? Impeccable. Oui. T'as pas plongé depuis combien de temps avec ce confinement à la con là? Depuis l'été 2020 quand même. Ah ouais? Oui. Tu me permets quand même, c'est pas grave s'il veut pas, je le dis quand même, mais ça fait des semaines, si ce n'est des mois qu'on doit faire cette vidéo et puis on n'a pas pu le faire parce qu'on était confinés. Donc on a essayé un peu de resquiller, on respecte le règlement des plongeurs, il y a quand même des règles. Et bon, tu t'es fait verbaliser quoi. Et ouais, il est à plus de 10 km de l'endroit où on enregistre. Donc on s'est dit, c'est cool l'horlogerie, mais il faut quand même pas déconner quoi. Alors, ça fait combien de temps que tu l'as acheté cette 5 ans. 5 ans, ouais. Submariner, tu me la montres? Oui, bien sûr. 114 060, les amis, c'est une montre qu'on a déjà vue sur la chaîne. Salut Clément qui était venu, Clément de la chaîne Clément Entreprend, qui était venu présenter sa 114 060. Là, vous avez vu, il a mis le polo du plongeur. Qu'est-ce qu'il dit ton polo? C'est simplement une petite Te Ava Nui, Polynésie française. Tout à fait, oui. T'as plongé là-bas? Oui, bien sûr. Avec la sub? Ah non, c'était avant. C'était C'était quand j'étais plus jeune. Donc tu l'as acheté il y a 5 ans? Ouais. C'est quoi l'origine de cet achat? C'était une longue quête depuis que j'ai commencé la plongée. Rolex, la sub, pour moi c'était un mythe quoi. Ouais. Forcément, donc c'est venu naturellement à un moment quoi. C'est venu, ok. Voilà, donc ça fait longtemps que j'y pensais. Les priorités étaient autres, disons, à un moment. Et puis à un moment j'ai craqué quoi. Voilà. Avant d'avoir cette sub, donc évidemment tu fais le lien avec la plongée, puisque là toute l'idée quand même c'est d'avoir vraiment un vrai plongeur. C'est qu'est-ce qu'il fait avec sa montre. Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait ne pas l'avoir, enfin bref, etc. Tu avais d'autres montres mécaniques avant celle-là pour faire de la plongée? Non, c'est vraiment la première. Ouais. Ok. Donc tu l'as acheté il y a 5 ans. Tu l'as choisi sans date, volontairement? Oui, volontairement. Pour une question de design ou parce que tu n'as pas besoin de connaître la date sous l'eau? C'est ça, en fait. Non, et puis je n'avais pas l'intérêt de. Je voulais quelque chose qui soit simple, qui ressemble à une montre de plongée, donc pour moi c'est sans date. Vous avez vu comme elle tombe parfaitement à mon poignet. Un peu serré quand même. Non, regarde. Je pense que tu vas avoir du mal à repartir avec. Et oui, que voulez-vous les amis, c'est ça la mécanique. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Petit détail, j'aime bien tout, mais je trouve que ce qui est vraiment sympa, c'est la gravure sur le flanc de la. Sur le réo, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est sympa. J'aime bien ça. Ça montre le degré de finition quelque part. Et puis peut-être les petites, tous les petits détails quoi. Mais je trouve ça sympa. Si tu devais lui donner un adjectif à cette montre, ce serait laquelle? Finalement, tu vois, avec tout ce que je vois dans l'horlogerie, dans les montres de plongée, finalement, c'est la sobriété. Ouais, parce que finalement, d'aucuns pourraient trouver que déjà ce type de Submariner est déjà il y a pas mal il y a du polymiroir, il y a pas mal de trucs qui flashent quand même. Malgré tout, quand tu vois ce qui existe sur le marché, finalement cette montre, moi je la trouve sobre.
Ouais. Voilà. Et j'aime bien. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Est-ce que c'est pas leur positionnement fondamental? Là, tu parlais il y a du polymiroir. En fait, il y en a très peu, dessus, et notamment il y en a pas sur la partie centrale ici de la boucle déployante, qui est un peu ce qu'on peut reprocher à une GMT Master, tu vois, qui est beaucoup moins une montre positionnée aventure. Et celle-là, finalement, elle est sobre, probablement parce qu'elle est sans concession. Finalement, c'est qu'il y a un design reconnaissable entre toutes, archi copié / inspiré, les amis. Mais finalement, ce qui compte, c'est ce que fait un plongeur avec. Et pour le coup, toi, t'en es un. Ouais, tout à fait. T'as combien de plongées au compteur, au total? Entre 4 et 500, je pense. À peu près. 4 et 500, toutes les mers du monde? Non, pas toutes, mais pas mal. Presque, c'est ton ambition. Écoute, avec j'ai beaucoup plongé avant d'avoir des enfants. Avec les enfants, maintenant, il y a quelques compromis à faire quand même. Mais ouais, j'ai encore quelques rêves quand même. La mer de Cortés, par exemple, à l'autre côté du Mexique. Bien sûr. Californie du Sud. Voilà, donc par exemple la mer qui se situe dans la Baja California, là c'est loin, beaucoup de courants, plongée technique et du gros pélagique. Voilà, ça c'est un rêve. Ouais. Mais bon, sinon, effectivement, j'ai plongé pas mal. J'ai plongé dans la mer d'Andaman, j'ai plongé dans le Pacifique, en Polynésie, en Maldives. Voilà. Je sens qu'on va se régaler là. Je ne sais pas s'il a une autre passion à nous raconter, mais en tout cas, dans la séquence recto-verso tout à l'heure, je pense qu'on va vraiment parler de plongée sous-marine. Il aura sûrement des bons conseils pour cet été, pour celles et ceux qui vont voyager. Revenons à ta montre. Donc, depuis que tu l'as achetée, tu plonges systématiquement avec? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, quand même. Bah oui, c'est quand même super. Et alors, tu plonges avec pour des questions de plaisir, petit 1. Tout ça peut se cumuler. Plaisir, message personnel pour toi, tu vois, tu es content de l'avoir, etc., qui est assez proche du plaisir d'ailleurs. 3, sécurité. Je coche le petit 1, le petit 2, pas le petit 3. Oui, mais parce que tu as d'autres matos. Bien sûr. Ouais, mais pour le coup, là, tu peux te dire si ton matos électronique te lâche. Voilà, éventuellement. Mais c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Parce que j'ai presque plus confiance dans mon matos électronique. Eh oui, mais pourquoi il a plus confiance, les amis? Parce que moi, je sais un truc que vous ne savez pas. On en parle maintenant? Oui, si tu veux. Oui. On ne sait pas ce qu'il fait complètement sous l'eau avec ses montres, Eric, mais il a quand même réussi à péter le bracelet. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton bracelet? Aucune idée. Un beau jour, c'était même pas en plongée en l'occurrence. Voilà, moi, je la porte tout le temps, la montre. Donc, un beau jour, j'étais à l'extérieur. Puis à un moment, j'entends un toc au sol. Je dis, mais je sais pas, j'ai perdu un truc, j'ai perdu mes clés. Je regarde, putain, sur le sol, ma montre. Waouh, elle est carrément tombée. Ah oui, elle a glissé. Je vois ma montre sur le sol. Alors, les amis, on n'a pas de photo de la montre sur le sol. Par contre, on a une photo de la montre. C'est clairement. Alors, c'est quoi? C'est un des maillons qui est vissé, qui sert à régler la longueur, qui s'était dévissé. Tu as perdu la vis, elle s'est pétée? Effectivement, il y a une des vis transversales là, du bracelet qui est partie tout simplement. Et donc, ça a ouvert le bracelet. Donc, la montre est tombée. Donc c'est pour ça que j'ai fait une photo. La photo que j'ai fait parvenir, c'est la photo que j'ai envoyée à l'AD Rolex pour leur expliquer mon étonnement et même ma stupéfaction. C'était combien de temps après l'achat? 6 mois à peu près. On va dire elle était neuve. Et alors donc tu le ramènes, qu'est-ce qu'ils te disent? Rien de spécial. Bon, écoutez, monsieur, pas de problème. Très, très, très serviable. Ok, on fait ça. Bien sûr, gratuitement, évidemment. Mais sous garantie déjà, de toute façon. Oui. Non, mais mais ce qui m'a étonné, c'est que personne s'étonne vraiment, Donc, ce qui t'a étonné, c'est qu'ils ne trouvaient pas ça étonnant. Non, c'est ça. J'ai dit, mais attendez, moi, c'est normal, Il me dit, oui. Alors bon, je ne sais pas si je peux citer la DRO, mais tu cites qui tu veux. Je veux dire, on voit le. La DRO très serviable, mais en fait, ils m'ont dit, alors j'ai dit, mais ça arrive souvent. Il me dit, ouais, ça arrive de temps en temps. Bon, voilà, sans plus. Moi, j'aurais eu le temps, j'aurais donc c'est supposé être une montre de plongée. Putain, ça arrive sous l'eau. Si tu comptes que sur la montre, t'es mal. T'es dans la merde. T'es mal.
Donc, non, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont rendu la montre. J'ai dit, vous avez bien tout resserré? Parce que je dis, ok, il y en a un qui est parti, pourquoi pas les autres, hein. Ouais, il m'a dit, c'est bon, on a tout resserré. Voilà, et puis c'est reparti comme ça. J'ai jamais eu de. Je n'attendais pas à avoir une lettre de Rolex d'excuses, hein, disons, mais, non, mais c'est passé comme ça, ça avait l'air d'être normal. C'est l'AD qui te l'a réparé, entre guillemets, ou elle est partie chez Rolex? Non, le mec, ça c'est très rapidement, ils l'ont gardé, je crois, une semaine, quoi. Ouais. Donc, tu as été un peu étonné qu'il ne soit pas si étonné que ça, ouais. Mais tu as eu une prestation de SAV intéressante. Très bien, sans problème. Ce que tu pouvais attendre, tout à fait. Structuré. Très serviable, aucune discussion. On ne va pas poser la question, qu'est-ce que vous avez fait avec votre montre? Non. Du type, c'est de ta faute. Voilà, non, pas ça, non, pas du tout. Mais voilà, moi j'avais envie qu'ils me disent, attendez, on va remonter l'info chez Rolex, il y a un problème au niveau de l'assemblage, au niveau de l'usine, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des coupes, probablement qu'ils gèrent des coupes de serrage sur ces vis-là, mais il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Si ce sont des montres professionnelles, si c'est des montres sur lesquelles c'est une caractéristique sécurité pratiquement, quoi. Oui, bien sûr. Donc, mais non, finalement. Et ça t'a. Je veux dire, loin de moi l'idée d'en faire une généralité. Je pense simplement, c'est un produit manufacturé. Ouais. D'accord. Qui est, on a manufacturé. Ça ne veut plus dire ce que ça signifie en fait. Produit manufacturé aujourd'hui, c'est que c'est fabriqué dans une usine. D'accord. Alors que manufacturé veut dire fait à la main. On sait bien que c'est pas fait à la main globalement. Vérifié à la main, en partie assemblé à la main, etc. sur certains poids. Mais là, on a avec une Rolex toute la qualité de leur certification à tous les étages, etc. Donc c'est pas anormal, vu les volumes qu'ils font, que ce genre de choses parfois arrivent. Là où je me dis que c'est en fait, dites-moi si je délire les amis, dis-moi ce que tu en penses Eric, c'est que pour le coup, c'est pas dramatique, ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas. Non. Je pense que c'est rare en fait, et je trouve que c'est une occasion manquée pour Rolex qui finalement n'est pas en contact avec ses clients finaux, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une Submariner, qui a plusieurs centaines de plongées à son actif et qui la met, que de lui écrire, malgré tous nos efforts, nos procédures, on a appris cette mésaventure, effectivement, ça ne doit pas se reproduire, on est extrêmement vigilant, on espère que vous garderez toute la confiance en la marque, etc. C'est presque une occasion manquée. Parce que quand on a un problème et qu'il y a un super service client, moi je pense que la satisfaction du client, elle augmente, alors que la base, au départ, c'était un problème. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement convaincu. Et puis, ça peut même servir de progrès. Prendre en compte ce problème-là, ça peut éviter des problèmes futurs. J'ai l'impression que Eric, son petit détail préféré, ça ne va pas être le bracelet. Je ne sais pas. Mais non, on a bien compris que c'est le Réo qui est gravé. Ouais. Justement, en parlant de bracelet, tu as je suis désolé les amis, je me souviens jamais comment il s'appelle le truc là, le réglage qui fait que tu l'as enlevé? Non, il est là. Non, mais le truc qui fait que ça s'allonge. Ouais, c'est là. Vas-y, fais voir. Écoute, alors typiquement, c'est alors attends, voilà, c'est ça. Voilà, tu décliques là comme ça. Puis après ça glisse. Alors moi, je m'en sers pas trop. Alors, surtout pas en plongée, hein, tu vois, ça se. Voilà. Ouais, mais ça, c'est le réglage fin, ça. Ah oui, c'est le réglage fin. Alors le reste, je m'en sers pas. Hein. Oui, mais moi je te parle du maillon extensible. Ah non, il n'y a pas, il y en a pas, il n'y en a pas eu. C'est que sur la Sea Dweller. Ah peut-être. Excusez-moi les amis, vous nous direz en commentaire le maillon extensible, ok. Bon, cela dit, ça, le fameux truc pour aller sur la combinaison de plongée, c'est une connerie à mon avis. À l'époque, ça n'en était pas une. Peut-être, mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une connerie parce que déjà quand tu es en plongée, tu vois sur le bateau, déjà tu as plein de matos à gérer. Alors s'il faut commencer, au moment où tu mets ta combi, commencer à tripoter ta montre. Donc regarde, là je la mets là. Je la mets. Ouais. Donc on a déréglé le truc, donc maintenant elle me va moins bien, ce qui me fait dire que je ne vais pas repartir avec, parce que tu vois, là elle me va moins bien, tu vois. Donc tu la portes sur la peau et pas sur la combi. Voilà, exactement. En fait, je laisse un petit espace de poignée nue, je remonte ma combi un petit peu, et finalement je la garde comme ça, et c'est très bien. Parce qu'en plus, il y a un risque de la perdre en plus, parce que si tu augmentes la taille du bracelet, et que pour une raison ou pour une autre, elle glisse, là pour le coup, elle est beaucoup plus grande que ton poignet, et puis là, tu as un risque de la perdre, là pour le coup. Là. Tu vois donc, attendez, on repart pas tout de suite, il faut que j'aille chercher la montre, je sais pas où elle est.
Elle est à 60 mètres de profondeur. Ah merde. Donc non, honnêtement, la meilleure façon pour moi, le fameux truc combinaison, ça sert à rien. Il faut mieux remonter ta combinaison un tout petit peu, mettre la montre directement sur la peau, rien changer au réglage, et c'est la meilleure façon de l'avoir au poignet et de ne pas la perdre. Ouais, ok. Tu as pu la tester, t'as pu tester, j'imagine, le traitement, je vais l'appeler Super Luminova parce que je ne me souviens plus de comment il s'appelle chez Rolex, le Chromalite, excusez-moi, le Chromalite. Ouais. Donc en descendant, ça marche bien. Ouais. Et quand tu fais des plongées de nuit, un petit coup de torche dessus et là, clac, ça envoie violent. Honnêtement, non, honnêtement, pas de torche. Non, l'ordinateur est là, on regarde l'ordinateur. Ouais. Non. Je vais le chauffer, les mecs. J'ai l'impression que le seul truc qu'il regarde sur sa Submariner, c'est quand il remonte de vérifier qu'elle n'a pas de flotte, quoi. Et qu'il a encore mon poignet, c'est sûr. Alors justement, les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un jeune plongeur qui est repassé sur la chaîne, Pierre, qui était venu, alors lui, il a fait plusieurs programmes sur la chaîne et il était venu présenter dans Streetwatch une Longines Heritage Diver, et c'est un gros plongeur aussi, moins que toi parce qu'il est beaucoup moins âgé, etc. Et il me racontait que une des problématiques, pas de problématique, mais un truc quand même à avoir en tête, c'est que tu as certains pélagiques. Donc pélagique veut dire poisson, c'est ça? Ou ça veut dire mammifère? Alors écoute, je n'ai pas pélagique pour les plongeurs, c'est tout ce qui est requin, baleine, etc. Toute cette famille-là. Ok, c'est ça. Ok. Moi, j'arrive pas. Tu vas pas pouvoir repartir avec. Non, Qu'est-ce que tu veux? Et il me disait que tu avais notamment les barracudas. Ouais. Qui était très attiré par ce qui brille sous l'eau et que c'est pas forcément un bon truc d'avoir un bracelet acier, un collier, un truc, etc. J'ai pas observé, j'ai pas observé ça. Pourtant, les barracudas. Le mec, le barracuda, il se pointe, il se tire ta Rolex. Déjà, les barracudas sont en banc en général. Ils sont en banc nombreux. Il y a très très peu de barracudas seuls en fait. En général, ils sont en school en fait, en banc. Ils tournent autour. Voilà. Donc, globalement, si l'idéal, c'est ça quoi. Ouais. Comme le tarpon en Floride quoi. Alors les tarpons, c'est les grosses sardines qui font 2 mètres. Voilà. C'est un peu ça. Grosses sardines. Alors tu en vois aussi à Cozumel. En l'occurrence, des tarpons, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, ne pas confondre la sardine du port à Marseille qui l'a bouchée, qui, effectivement, si elle fait 2 mètres, elle peut boucher le port, parce que celle-là, elle est quand même beaucoup plus petite. Salut les amis marseillais, vous savez que je vous aime fort. Ok, il y a 5 ans, c'était donc en 2016, schématiquement. Tu l'as acheté, comment tu l'as acheté? Et en fait, la question, c'est comment tu as réussi à l'acheter. À l'époque, il y en avait pas. Tu as ouvert la porte, tu as dit bonjour. Ouais. J'ai eu en vitrine, j'ai dit je vais y aller. Et puis, monsieur, essayez, pas de problème. Et puis voilà, tout simplement. À Rouen. Ouais, à Rouen, parce que j'ai de la belle famille là-bas. C'était pas en 1960, ce dont il parle, c'était en 2016, donc il y a 5 ans. Tu te rends compte comme le marché il a changé. J'ai cru comprendre que c'était plus comme ça maintenant. Ouais. Ah ben il n'y en a pas. Écoute, j'ai bien fait de percuter à cette époque-là. Bah oui. Oui. Et c'était vraiment la sub, parce qu'il y a d'autres modèles de montres de plongée vraiment emblématiques de l'aventure au sens de la plongée, c'est-à-dire depuis le brevet de l'Aqualung de Cousteau avec, je me souviens plus son associé à l'époque, donc vraiment où le sujet c'est j'ai un détendeur portatif qui fait que je peux aller sous l'eau profonde. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas l'heure. Donc je sais pas quand est-ce qu'il faut que je remonte. Quand même ça le sujet. À l'époque, c'était indispensable d'avoir une montre, puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur, et il y avait profondimètre plus montre et les tables de décompression. Bien sûr. Donc là, c'était. Non, mais sans montre, sauf si tu es accroché par un filin, comme un mec qui descend en scaphandre. On lui dit, de toute façon, c'est pas toi qui décides que tu remontes, c'est on va te remonter. D'accord, c'était un coup à crever. Mais ce que je veux dire, c'est que donc à cette époque, tu n'avais pas que Rolex. Tu avais Blancpain, tu avais Omega, ils étaient tous à se tirer la bourre, machin. Et puis il y a un storytelling après où le marketing a été plus efficace ou plus puissant pour certains. Qu'est-ce qui fait que c'était la Rolex? Je me suis franchement posé la question parce que finalement, moi j'ai commencé la plongée à 16 ans, j'en ai plus de 50 maintenant, et je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il n'y avait que celle-là.
j'ai commencé à plonger, quand j'ai plongé à Marseille, j'ai plongé à l'époque, dans les années 80. J'étais pas spécialement intéressé clairement par l'horlogerie. Moi, c'est la montre de plongée, c'était la Comex. Il n'y avait aucune alternative dans mon esprit, quoi. C'était montre de plongée égale sub, quoi, point. Voilà. C'est tout. Tout est dit. Il n'y avait pas de. Et finalement, c'est finalement à travers ta chaîne, et en m'intéressant finalement, je découvre en fait qu'il y avait d'autres alternatives possibles. Mais c'était pour moi, dès l'âge de 20 ans, pour moi, la montre de plongée, c'est celle-là. Ouais, attends, tu as 5 ans, tu es des brouettes, donc 16 ans, tu plongeais à Marseille, donc on est en 86. Tu vois, 85, 86. C'est presque la fin du moment de gloire de la Comex tout court, puisque ça a été une boîte tentaculaire, etc. Mais qu'est-ce qui fait que comment t'expliques ça? Je n'explique pas en fait. C'est le subconscient, quoi. Je sais pas, on a imprimé quelque part, je sais pas par quel moyen, mais on m'a imprimé dans l'esprit, dans les plongées, dans les pubs, je sais pas. Et en fait, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas aucune alternative. Il n'y a qu'après, finalement, découvrant ta chaîne, que je me suis dit, finalement, il y avait des alternatives possibles. Enfin, il y a d'autres montres qui sont légitimes. Légitimes, j'entends. Bien sûr, mais à l'époque, il y a 5-10, même il y a encore 5-10 ans, pour moi, voilà, la montre de plongée, c'est la sub, point, quoi. Franchement, je commence à me demander s'il n'a pas été envoyé par Rolex. Tu vois, je veux dire, un superbe ambassadeur, un vrai plongeur, quelqu'un qui montre qu'on peut toujours progresser. Quand on est une marque, il y a toujours mieux à faire pour éviter qu'une fois sur 10 000 ou 5 000 ou 1000, il y ait un problème de bracelet. Tu vois, comme quoi c'est une vraie, c'est un vrai sujet qui est intéressant. Quand tu plonges, maintenant, tu fais attention à tes autres plongeurs qui sont dans la même palanquée ou qui sont sur le bateau, s'ils ont des montres mécaniques bien sûr. Petit peu. Bien sûr. Avant, tu faisais pas gaffe. Non. En fait, depuis vraiment que je commence un petit peu à regarder, finalement, depuis que moi j'ai ma sub, je commence à mater, savoir si les autres, ils ont autre chose que les gros ordinateurs. Et en fait, pas des masses, quand même. Pas des masses. Je suis pratiquement... je ne me souviens pas d'ailleurs d'avoir vu un autre plongeur avec une montre de plongée au poignet, quoi. Tu vois, tout le monde est équipé avec les gros ordinateurs. J'ai pas vu, ou alors il est planqué sous les combis, parce que finalement, quelque part, même si les mecs ils ont des montres qui descendent, de toute façon ils s'en servent pas, donc ils la mettent sous la combi, donc ça se voit pas trop, quoi. Non, en tout cas, moi j'ai jamais vu sur un bateau de plongée une autre sub que la mienne. D'accord. Comme quoi c'est une denrée rare. Pas qu'en boutique, c'est aussi sur le bateau. Il n'y en a pas. Ou alors elle reste rangée dans les sacs. Non, et puis elle reste pour les gens qui vont à la plage. Mais piscine, au final, chacun fait ce qu'il veut. Avec sa montre. Finalement, pour toi, cette montre, elle est vraiment. Quel est le terme? Elle t'est très utile, même si tu as ton ordinateur de plongée, quand tu fais de la plongée, et c'est ta montre du quotidien. C'est ma montre du quotidien, mais c'est ma montre de tout le temps, y compris pour la plongée, quoi. Donc en fait, c'est ta montre. T'en as pas d'autre? Non. Ah bah voilà. C'est ça qui est beau, les amis. Donc c'est vraiment la montre à tout faire. Et pas simplement ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'une tool watch parce que c'était une montre de plongée, alors qu'à l'époque c'était une montre. C'est juste que tu ne pouvais pas faire de plongée sous-marine si tu n'avais pas de montre. Donc moi tu ne pouvais pas faire de plongée sous-marine. Tu ne pouvais pas faire de plongée sous-marine si tu n'avais pas une montre qui résistait en termes d'étanchéité et en termes de pression. Voilà, donc c'est vrai que c'est une contrainte parce que finalement, quand tu es sur un bateau de plongée, si tu as une montre, il faut l'enlever, il faut la mettre dans le sac. Toi, si c'était alors que là, finalement, comme c'est ça qui est génial avec cette montre-là, c'est que finalement, tu la gardes tout le temps poignée, que tu fasses du parachutisme. Tu avais un invité là récemment qui parlait de parachutisme, ou que tu sois à 1500 mètres sur le point de sauter d'un avion ou à moins 50. Celle-là, elle est au poignet, elle ne bouge pas, elle ne craint rien. Et ça passe partout, quoi. Voilà. On se fait un petit peu de musique, les amis. Et là, on essaie dans l'autre sens. C'est bien une lunette de montre de plongée. J'ai une autre suggestion pour peut-être les. Bien sûr. Tu vois, ça, il y a 2 crans par minute. Je trouve ça pas pratique.
Parce que finalement, si par exemple tu fais un palier, tu dis, oh, ta grosse plongée bien profonde, tu as par exemple 10 minutes de palier, 5 à 6 mètres. Ben, en fait, le cran, ça serait plus simple, tu vois, si tu avais un cran par minute. Parce que tu vois, même tu l'entends sous l'eau, tu sais que sous l'eau, ça. Donc tu vois, le truc, le tac, 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 si c'était un cran, une minute, ça serait beaucoup plus simple à régler, tu vois sous l'eau. Ouais. On voit qu'il n'a pas été envoyé par Rolex, par contre il s'adresse à la R&D de Rolex. Voilà. Je propose une modif pour les... C'est peut-être sur la 124-060, celle qui a suivi. Mais alors pour le coup, comme tu es vraiment un power diver, plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Ouais, mais c'est rien par rapport à des... Tu t'es pas dit une Seedweller? Non, parce que j'ai pas l'intention de descendre en caisson. Non, c'est très bien, étanche à 300 mètres. Pour mon domaine d'action, c'est-à-dire de 0 à moins 50, c'est largement suffisant. Ouais, ok. Et ben, je pense qu'il va nous parler de tout ça. Justement, tu nous parleras un peu et vulgariseras les paliers de décompression et les problématiques d'azote. Et en fait, si on fait que du scuba diving, la Seedweller n'a aucun intérêt, puisque en fait il n'y a pas de problème justement parce qu'il faut passer dans le caisson. Voilà, tu nous raconteras ça plus précisément avec tes mots. Je lui fous une pression colossale, mais si tu nous le racontes bien, mais le problème c'est que c'est après le quiz, donc ça compte pas. Parce que si tu nous le racontes bien, peut-être que tu pourras avoir un point de plus au célèbre quiz. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, souvenir. Tiens, je te la redonne. Je crois que je l'aurais bien gardé quand même, hein, mais bon, voilà, comme elle est un peu large et qu'il n'arrive pas à passer la mienne, il ne va pas repartir sans montre quand même. Et puis un peu usagé déjà. Oui, elle a vécu. Elle en a vu des fonds marins, elle en a vu, de la faune, de la flore, magnifique. Comment tu es arrivé à tout ça? Alors, on a bien compris sur la partie plongée égale montre de plongée égale submariner, ça tu l'as expliqué. Mais ton cheminement personnel, toi, avec une montre, ça a commencé comment? J'ai pas grand chose. Ta première montre, c'est celle-là? Oui, quelque part, oui. Quelque part, oui. Mais j'ai eu des choses au poignet avant, ouais. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme des montres au sens horlogerie J'en sais rien. C'était quoi? C'était la quartz? Oui, bien sûr, j'en ai. Ah bon, tu l'as amené? Bah oui, j'ai un petit truc que j'ai amené. Bon, voilà, c'est un jouet. Waouh! Attendez. Ah oui, avant qu'on ne voit ce que c'est, effectivement, c'est une. Écoutez, c'est une Rolex Daytona avec un look de Rolex Submariner Ice Watch. Elle va sous l'eau, celle-là? J'ai jamais tenté le coup, franchement. Ouais, mais là, tu voulais une montre style plongée. C'est ça. C'est ça. Bah, j'ai toujours couru après la Submariner, finalement. Non, je cherche même pas à. Non, mais j'appuie sur les boutons, je veux dire, attends, le truc. Non, mais attends. J'aurais pu, si je les ai conservés, j'aurais pu en amener peut-être pas des dizaines, mais un certain nombre. J'ai toujours acheté des trucs qui ressemblaient, qui étaient dans l'esprit de la plongée, qui étaient dans l'esprit de la Submariner. Alors, par contre, j'ai jamais voulu acheter un truc qui soit trop proche de l'esthétique de Submariner, parce que j'ai jamais voulu avoir un fake, quoi. Oui, mais attends, sauf que celle-là, il y avait l'esthétique, donc en fait, il y avait le style plongée. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'était pas pour plonger. Non. Voilà. Non. Donc tu voulais pas, en fait, finalement, ton doux rêve, c'était un jour de te payer une Submariner. C'est clairement ça. Le mec, depuis sa première plongée, d'accord, à Pointe-Rouge à Marseille, d'accord, en 1986, il reste d'une Submariner. Et tu te l'es payé en 2016. Putain, t'as attendu 30 ans quand même. Ça, c'est beau, le mec. On a eu Tanguy qui a économisé pendant 8 ans avec sa Perlet turbine. Et là, on a l'inconscient d'Eric qui vient de se révéler. Il a attendu dans sa tête pendant 30 ans pour se payer sa Submariner. Écoute. Oui, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de toutes ces montres, gadgets et tout ça? Elles sont dans un tiroir? C'est pour les enfants? Oui. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous ne toucherez pas la Submariner de papa tant que je serai là. Voilà. Par contre, la Ice Watch, vous pouvez. Tiens, je te la rends. C'est bon. Mais pour revenir quand même au déclenchement, donc on a bien compris cette logique de la montre de plongée, c'est la Sub. Elle était en boutique, elle était disponible, tu es passé devant. Mais est-ce que tu te souviens de
c'est quoi le déclencheur de je passe des montres dans le look, dans le style, parce que c'est ce que je recherche, tu vois, à non, c'est bon, voilà, je vais passer à l'action. Alors, en fait, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai commencé à énormément me déplacer. Alors, beaucoup à l'étranger, beaucoup d'avions. Et beaucoup d'avions dit beaucoup d'aéroports, beaucoup d'attentes dans les aéroports. Et dans les aéroports, tu sais qu'il y a des grosses boutiques. Et donc, à force de passer devant les vitrines avec toutes les marques de montres, y compris les Rolex, à force finalement de voir presque toutes les semaines la Rolex derrière la vitre. Alors ça a pris du temps, mais je dois dire que c'est ça qui m'a. Je pense que autant c'était mon rêve, mais autant finalement depuis 15 ans, passer devant, la voir, et pas la voir au poignet, la voir visuellement, mais pas la voir au poignet, voilà, ça a duré un temps, et puis à un moment j'ai dit, c'est bon. Mais alors attends, donc tu l'as acheté où en réalité? Tu l'as pas acheté dans un aéroport? Non, messieurs, les voir, la boutique, tu as une heure à attendre, tu rentres, tu dis bon, je peux essayer, donc les mecs, à l'époque, il y en avait aussi, alors peut-être que c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, il y en avait aussi à Orly, à Charles de Gaulle. Bien sûr. Non, mais je dis ça parce que tu aurais eu l'opportunité largement. De l'acheter. Et tu as sur les 20% de TVA, tu n'en as plus que 7 si tu pars en dehors de la zone européenne. Ouais, mais quand tu reviens. Tu reviens, tu fais gaffe. Ouais, tu fais. Non, ça m'est pas. Et puis tu vois, en plus, je voulais aussi du SAV. Donc pour le coup, j'ai eu raison. Ah ouais, le mec il appelle la boutique à l'aéroport de je sais pas où en disant j'ai pété le bracelet quoi. C'est ton problème. Ouais, effectivement. Donc, mais voilà, c'est clairement à force de passer devant, de regarder toutes ces montres magnifiques, notamment les Rolex, notamment la SUV. Voilà, bon, à un moment, j'en ai marre, Puis bon, les priorités, au fur et à mesure, c'est façant, avec les contraintes. C'est clair que j'avais plus les moyens à 45 que 20 ans avant, quoi. Même en termes de budget, moi je suis pas issu d'une famille où il y a beaucoup de montres, des montres très chères. Mettre un budget comme ça, si je dis ça à mes parents, c'est un peu surréaliste de payer, tu vois. Un truc qui sert à rien. C'est-à-dire qu'il plonge avec parce que c'est un vrai plongeur, il a une montre de plongée, mais pour autant elle lui sert à rien, quoi. Donc ça mûrit. En même temps, j'étais un petit peu plus confort au niveau budget. Et puis ça aboutit à ce moment-là. Ça marche. Ça marche. Les amis, on s'éclate. On va encore plus rigaler et faire monter la pression de quelques clics sur la lunette en Cérachrome. C'est parti pour le quiz. Alors, mon cher Eric, je t'ai concocté 3 questions. Avec toutes les Rolex qui sont passées sur la chaîne, j'ai de plus en plus de mal à trouver des questions, tu vois, pour essayer d'apprendre un truc, etc. Donc peut-être qu'elles sont plus compliquées ou non. C'est possible, j'imagine. Il est chaud, les amis, parce qu'il y a la casquette d'Alichous à gagner. Regarde-la, elle est belle. Je la pose là. Si tu veux qu'elle te protège le crâne, et je vois j'ai un tout petit peu plus de cheveux que lui. Il a vraiment besoin d'une casquette. Donc là, arrache-toi pour essayer de la gagner. Alors, attention, première question. La référence 124-060, c'est-à-dire la toute dernière Rolex Submariner, partage une caractéristique commune avec la tienne. Je vais te citer 3 caractéristiques. D'accord. Il n'y en a qu'une qui est partagée. D'accord. Réponse A, une lunette en céramique Cérachrome. Le calibre 32-30 à 70 heures de réserve de marche. Réponse C, un boîtier en 41 mm. Il faut que je fasse un peu de suspense ou pas? Ah non, ça c'est toi qui réponds. Le point commun, c'est la lunette en Cérachrome. Bonne réponse, les amis, mais ça veut donc dire que les 2 autres, ce n'est pas le cas. Tout à fait, non. Eh bien oui, parce que nouvelle 124-060, sortie en septembre 2020, affichée avec 1 mm de plus. Y est-il pas? Ça dépend comment on regarde.
les cornes soient un peu plus fines, le bracelet un peu plus large. Bon. Tout ça, ça se discute. Et puis, c'est pas le même calibre. Toi, tu as 31-30 avec 48 heures de mémoire, de réserve de marche. Mais bon, bonne réponse, c'est un bon début. Ouais, écoute, c'est un bon début. C'était à mon niveau là. C'était à ton niveau, ça va, les amis. On enchaîne avec la question numéro 2. Alors. Et attention, il y a une petite nouveauté là. J'ai essayé de sortir un peu une question. On est toujours sur le concept de chercher l'erreur. Mais tu vas voir, il y a plusieurs réponses possibles. D'accord. Chercher l'erreur parmi ces illustres aïeuls de ta Rolex Submariner 114 060. Les amis, au cas où vous n'auriez pas saisi, aïeul, c'est ascendant. Voilà. Plusieurs réponses possibles. Donc, je te donne 3 références. D'accord. Voilà. Alors, chercher l'erreur parmi ces illustres aïeuls de ta 114 060. Réponse A, la référence 5513. Réponse B, la référence 1655. Réponse C, la référence 1680. L'erreur, je pense que c'est la première. Alors, chercher l'erreur parmi ces illustres aïeuls. Donc, je te donne 3 références de Rolex. Sur ces 3, il y en a une ou plusieurs qui n'est pas un aïeul de la 114 060. Un petit peu par logique et considérant le référencement des Rolex, je pense que la première, honnêtement, c'est un peu du... Je ne connais pas, mais je pense que la première est douteuse. Après, au hasard, sur le... Donc, réponse A, 5513. Ouais. Non, la 5513, elle a été produite pendant 20 ans. D'accord. C'est une Rolex Submariner. D'accord. Elle n'a pas de date. D'accord. Donc, la 14060, 114 060, 124 060, ce sont des descendants. Donc la 5513 est bien un aïeul. Voilà. Ah ouais, c'est toutes des Rolex. Et oui, par contre, la 1655, les amis, la 1655, c'est la première Sea Dweller. D'accord. Et la 1680, c'est la première Rolex Submariner date. D'accord. Verre en plexi, cyclope. D'accord. Ok. Bon. Et oui, les amis, une Submariner, il y a une date. Il n'y a pas de date quand c'est historiquement. Et la Submariner date, c'est celle qui a la date. Et non pas une Submariner no date. Ça n'existe pas comme produit. Et forcément, ça permet d'avoir un partout. Et là, on va se régaler. On va se régaler. Quel est le règlement? Écoute, je ne sais pas. Je demande à Gennaro en back-office derrière la caméra là. Qu'est-ce qu'on fait s'il gagne de 1, s'il perd de 1? Bon, on verra après en fonction de ce que tu fais comme score. Écoute, c'est pas mal pour l'instant, mais il faut que tu gagnes. Ah oui. Là, il faut que tu gagnes. Je vais essayer. Tu es venu pour plonger. L'objectif, c'est de passer du temps à côté d'un requin pèlerin. D'accord. Donc là, si tu serais déçu de ne pas le voir, le requin pèlerin. Regarde là la casquette. Regarde là la casquette. En 1926, le problème, c'est qu'elle n'est pas cadeau celle-là. En 1926, Rolex lance son premier modèle Oyster, avec un boîtier. Réponse A, octogonal. Réponse B, coussin. Réponse C, rectangulaire. Honnêtement, j'ai pas cette info-là, donc ça va être complètement au hasard. Boîtier Oyster. A, octogonal. B, coussin. C, rectangulaire. Disons coussin. Il a une chance. Je veux dire, il a oublié sa montre, il a oublié son ordinateur de bord, il a oublié ses palmes, ses stabs, son bloc, l'octopus, tout machin, mais il plonge quand même et il tombe sur le requin pèlerin, quoi. Alors, pas tout à fait, parce que je me suis imaginé qu'effectivement, dans ces temps reculés, probablement ils allaient plutôt vers la simplicité, en fait. Donc, une montre octogonale, déjà, c'est plus compliqué, probablement à fabriquer, étanche, probablement plus compliqué à fabriquer. La première Oyster, vraiment avec boîtier, couronne étanche, portée par Mercedes Glaze, justement pour traverser la Manche, etc., avait une forme coussin juste après, quasiment la même année.
Tout ça, c'est documenté sur le site de Rolex. Il existait en forme octogonale. Et pour le coup, ce n'était pas des Oyster en rectangulaire. On est plutôt dans la lignée Cellini. Là, c'est un look des années 30, Art déco. Mais effectivement, avant l'Oyster perpétuel, qui rajoutait le remontage automatique, le sujet, c'est quand même l'huître qui se referme et qui devient étanche. Et qui fait quand même la base du succès des montres professionnelles de Rolex. Les amis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut l'applaudir de façon extraordinaire. Et te voilà avec une belle casquette, mon cher Eric. Je vais ramener ça à la maison, les enfants vont être dingues. Et ils vont être dingues, ils sont abonnés à la chaîne, les enfants? Non, mais ils me suivent, ils me disent encore sur le truc, le soir. C'est très bon, les amis. On enchaîne à la séquence suivante, recto verso. Bon, bah là, on va se régaler. Là, on va parler un peu plus de plongée. Alors, encore. Si tu veux. Alors, concrètement la fonction d'un ordinateur de bord en plongée, c'est quoi? De plongée. Pas de bord, enfin, de bord. Oui, ordinateur de plongée, pardon. C'est quoi? C'est temps de plongée, profondimètre, température, tout simplement te dire si tu dois t'arrêter avant de remonter. Voilà. Globalement, c'est ça la fonction. La priorité. La priorité, c'est de te dire, attention, tu as plongé trop profond, tu as plongé trop longtemps, il va falloir faire des stops avant d'aller à la surface, sinon, problème. Ok. Voilà. Ok. Donc, si je suis un humble plongeur, une petite cinquantaine de plongées, donc ce que tu décris là, c'est qu'en fait, ton ordinateur de plongée embarque les tables de décompression qui font que si tu plonges à 30 mètres, tu as un palier à 5 mètres, si tu plonges à 50 mètres, tu as un palier à 20 mètres, etc. En fonction du temps. Donc, en fonction de l'altitude à laquelle tu plonges, c'est-à-dire que si tu plonges au lac, oui. Et c'est plus bien sûr, c'est plus les tables, etc. Donc c'est plus non pas quelque chose qui t'alerte parce que ton ordinateur de plongée il est synchronisé avec ton détendeur. Alors il y en a, moi je t'ai apporté le mien. Attendez. C'est un modèle, toi j'ai eu ce type d'ordinateur connecté avec la bouteille. Mais encore une fois, moi je recherche la simplicité. J'ai eu tout ça, mais aujourd'hui je suis sur un modèle de base qui est tout simple et qui te donne simplement ton temps de plongée, t'indique ton temps de plongée et qui t'indique si tu dois faire des paliers en montant. Voilà, c'est tout. La réserve d'air, je la gère avec le mano qui est connecté à la bouteille. Qui est un mano analogique. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, il y a des ordinateurs qui sont connectés alors je ne sais pas si ça va être connecté plus ou moins en Bluetooth ou je sais pas quoi. Je peux l'essayer? Oui, si tu veux. S'il me va, je repars avec, c'est normal. C'est un beau petit ordinateur. Et donc non, c'est la simplicité. Voilà, il se souvient de toutes tes plongées aussi. Oui, bien sûr. Donc ça, après, tu le synchronises avec ton ordi? Tu peux. Ouais. Je ne le fais pas, mais tu peux, oui, bien sûr. Ah ouais, tu ne fais pas? Non. Ouais, alors là, franchement… oui, mais alors là, par contre… les mecs, je pensais que j'avais le poignet de Thanos, les gars. Là, franchement, je peux même carrément regarder là, quoi. Alors oui, mais alors là, pour le coup… Là, tu la mets là, et tu la mets là, et tu la mets… Non, alors tu la mets plutôt… Tu vois, quand tu es en plongée, la position du plongeur, c'est plutôt avec les mains, comme ça. Donc l'ordi, tu le mets plutôt sur le côté. Tu mets là. Ok. Voilà. Ok, donc finalement, tu es un peu, je vais le taquiner, tu es quand même un peu old school sur la mécanique, c'est-à-dire que là, tu pourrais tout synchroniser sur ton ordi, le truc il est GPS, t'as la map monde de toutes tes plongées avec les temps, les trucs, en fait tu t'en fous de ça. Moi un peu, mais en fait plus c'est simple… C'est plus une approche sécuritaire en fait que Toi ce que tu veux, c'est éviter l'accident de décompression et de te retrouver en urgence dans le caisson de décompression. Et puis plus c'est compliqué, plus c'est dur à paramétrer, plus tu as une confusion possible même sur l'interprétation. Tu sais qu'à un certain niveau de profondeur, tu n'as plus le niveau de conscience que tu as à la surface. Donc voilà, simplicité. En plus, ça coûte pas très cher. La pile, on peut la changer. C'est une pile, tu enlèves le truc. Les trucs plus compliqués, il faut l'emmener chez le revendeur. C'est des piles lithium. Ça, c'est une pile. Mais tu veux pas d'emmerde. Oui, tout à fait. Tu veux pas d'emmerde. Comment ça marche quand tu dois faire un palier? Donc il te dit, faut que tu t'arrêtes à 5 mètres 3 minutes, 5 minutes, etc. Et là, tu fais quoi? T'enclenches et tu dis ça y est, t'as rien. Non, l'ordi détecte lui-même que tu commences
que tu es stabilisé à la hauteur qui est prescrite et il commence le décompte. Ouais, voilà. Et après, il y a un truc qui clignote, un bordel. Il y a un petit son, et puis bon, voilà, ça te dit soit tu peux remonter, soit il y a un palier supplémentaire. C'est très simple. Ouais, ok. Ça t'est déjà arrivé qu'il tombe en rade? Non. Jamais. Non, jamais aucun ordinateur que j'ai eu. Alors avant, je n'avais pas d'ordinateur, puisque je t'expliquais tout à l'heure. Avant, la plongée, ça tombait encore moins. C'était effectivement un profondimètre. Alors il y avait des moi à l'époque à cette époque-là, quand il n'y avait pas d'ordinateur, je n'avais pas le niveau, si tu veux, suffisant. J'étais pas autonome, c'est-à-dire que je me reposais sur un guide, on va dire. Et là, t'as quel niveau? Alors 3. 3, mais chez quel certificateur? La Fédération française de sport subaquatique, voilà. Okay. Truc français. Et après, tu as des équivalences internationales avec SSI, PADI et compagnie. PADI principalement, alors c'est l'équivalent, c'est Dive Master. Ouais, ok. Donc, mais non, j'ai jamais eu de problème avec quoi que ce soit. Dès que j'ai plongé avec les ordinateurs, ça fait quand même un moment que ça existe maintenant les ordinateurs, je sais pas, ça fait au moins 20 ans, facilement. Ouais. Donc non, j'ai jamais eu un problème. Ouais. Tout ça, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Bien sûr. C'est pas. Voilà. Dans le jargon, 0,20 mètres de mémoire, pas de palier, ou éventuellement un palier, mais encore pour la forme à 5 mètres. Voilà. Il y a toujours, en théorie, toujours un palier de 3 minutes à 3 mètres, quoi qu'il en soit, de sécurité. Voilà. Sinon, après, il y a une courbe de sécurité, c'est un abac en fait, en fonction du temps et de la profondeur. Ouais. Voilà, même à 20 mètres, si tu restes 3 heures à 20 mètres, tu peux réellement avoir du palier. Voilà. Ouais, mais si tu fais vraiment du loisir et tu fais 45 minutes à 20 mètres, il me semble, alors peut-être que j'ai tout oublié, ce qui n'est pas un cas, mais que pourquoi il y a pour une plongée qui est courte, vraiment 20 mètres, c'est un vrai sujet, parce que si tu remontes d'urgence, parce que tu paniques ou je sais pas quoi, etc., tu vas avoir peur, mais tu vas pas avoir d'air qui va rentrer dans le sang, etc. On est d'accord. Parce que par contre, au-delà de 20 mètres, là c'est problématique. Voilà, au-delà de 20 mètres, alors oui, après ça dépend en fonction du genre. C'est pour ça qu'une bouteille, une conso normale d'un bloc d'air comprimé, en général, c'est plutôt, j'en ai entendu 50 minutes. Donc, si tu restes 50 minutes à 20 mètres, tu peux remonter pratiquement directement à la surface sans danger. Voilà. Si tu descends plus profond, tu as le temps disponible sans palier diminue. Jusqu'à, par exemple, à 45 mètres, la courbe de sécurité, c'est 5 minutes. Donc, tu descends à 45 mètres, pratiquement tout de suite, tu as un palier qui s'affiche. Et par ailleurs, ta durée de plongée est plus courte. Donc, quand tu fais des plongeons, tu descends avec 2 blocs. Non. Tu fais pas ça? Non, on fait pas ça. Mais quand tu perds combien entre après il y a la façon de respirer et tout ça. Bien sûr. Mais 50 minutes à 20 mètres, si tu fais une profonde à 50 mètres, tu perds combien de temps? Je ne te parle pas du temps de descente, je parle de la durée maximale de ta plongée. Le problème, c'est que quand tu es à 45 mètres, tu as des paliers qui s'affichent très rapidement. Ça peut être très très long ensuite. C'est pour ça que, alors par contre, ce qui se passe quand tu fais des plongées profondes, les bateaux mettent des filins avec des bouteilles à 3 mètres et à 6 mètres. Comme ça, si tu es court en remontant, tu peux respirer sur ces blocs qui sont assez intéressant. Comment tu peux partager avec nous tous? Parce que je pense que tout le monde aura saisi que plus on plonge profondément, moins il y a de lumière. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Moi, j'ai jamais plongé à 50 mètres. 40 mètres, oui. C'était le grand maximum. Je t'en parlais tout à l'heure à l'île Maurice. Qu'est-ce qu'on va chercher plus profondément? Des épaves, des quoi? Trois trucs. T'as la première, ça peut être, c'est pas très bien de le dire, mais c'est la sensation de la profondeur. Tu perds à 50 mètres, tu vois plus la surface. Bien sûr. C'est du bleu. Même dans les mers très claires, mer Rouge, etc. Quand tu as 50 mètres, tu vois du bleu, tu vois plus la surface. Donc à ces profondeurs-là, tu as un isolement. Tu es dans un autre monde. Puis tu as la pression sur le corps aussi. Tu sens pas trop parce que c'est isostatique, c'est dans tous les sens. Alors, par contre, ta combi, elle se comprime. Problème avec les instruments, parce que ton bracelet, il se comprime pas, tu vois, par exemple. Donc, par l'ordinateur, à 45 mètres, il flotte. Comme la combi se comprime, voilà. Donc, tu as ça. Tu as cette recherche un peu type, tu vois, grand bleu. Moi, j'étais aussi. C'était mon âge, tu vois, le grand bleu, avant Cousteau, tu sais, le monde du silence. Moi,
j'ai été formaté moi avec ça, quoi, tu vois. Alors tu as cette sensation-là, quoi, de la profondeur, de l'isolement, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as les grands pélagiques qui ne sont que visibles, des grands requins-marteaux, des trucs comme ça, qui sont que visibles, qui sont profonds et que tu vois tu ne vois pas dans 5 mètres d'eau, quoi, clairement. Et puis après, tu as les épaves. Effectivement, tu as des épaves superbes. Le problème, elles ne coulent pas toutes à 10 mètres, quoi. Les amis, ça va être chaud parce que là, il faut quasiment enchaîner sur le petite plongée entre amis. Mais j'ai deux derniers sujets à évoquer avec toi. On parlait tout à l'heure de Sea Dweller, donc valve à hélium. Ouais. Toi, tu disais que tu n'en as pas besoin parce que toi, tu vas jusqu'à 50 mètres, etc. Mais en fait, tirer plus profondément, en fait, la problématique de la valve à hélium ne sert que si tu passes en question de décompression. Tout à fait, puisque là, pour le coup, il y a de l'azote et que l'azote peut rentrer dans la montre. Peut rentrer dans la montre parce que les joints ne sont pas assez efficaces. Et donc, quand tu sors du caisson, là, pour le coup, ça se décompresse, l'azote se décompresse et fait péter le truc. Donc, il faut que ça sorte par la valve. Voilà, c'est le principe. C'est le principe. Donc, en fait, plongée sous-marine avec un scaphandre autonome, l'aqualung en anglais, il n'y a pas besoin de Sea Dweller. Jamais, non. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui font des plongées profondes avec des mélanges gazeux spéciaux. Mais de toute façon, ça change rien. Mais ça ne change rien. Voilà, ça change rien. Même si, le problème, c'est que sous l'eau, tu n'as pas d'azote. L'azote, c'est dans l'air. Sous l'eau, il n'y a pas d'azote, donc il n'y a aucune chance qu'elle rentre dans n'importe quel monde. Après, c'est un problème d'étanchéité. Donc non, la Sea Dweller, c'est plongeur caisson. Je vois pas d'autres applications. Je comprends. Dernier sujet, tes 2-3 plus belles plongées, plus beaux souvenirs. Une plongée en Polynésie avec les grandes remontas qui passent au-dessus de toi. Qui ne tournent pas autour comme ça, mais qui font j'ai pas eu ça, moi. J'ai vu j'étais avec ma femme. On est dans le bleu, on remonte vers le bateau, puis à un moment, il y a une ombre qui te passe au-dessus. Et là, tu as 12 remontas qui font 4 mètres d'envergure qui te passent au-dessus, par exemple. Ça, c'est un grand souvenir. D'autres plongées dans des cavités. Un super souvenir au Yucatan. Il y a des plongées en eau douce. Alors, le Yucatan, c'est une péninsule calcaire. Il n'y a que des fleuves sous-marins. On peut plonger dans ces fleuves sous-marins. Tu accèdes via les cénotes. Tout à fait, c'est cénotes, c'est ça. Tu plonges. Et ça, c'est des rivières souterraines qui sont très proches quand même de la surface, donc il y a des petits endroits qui sont écroulés, donc il y a de la lumière qui rentre, qui transperce l'eau. Donc là c'est beau, mais il y a de la faune quand même. Non. Flore. Non, pas vraiment. Mais c'est proche d'une plongée spéléologique. C'est de la spéléo. Là, par contre, tu as double équipement total. Tu as 2 blocs tu as même, on en a toujours 2 maintenant, mais 2 ou 3 détendeurs, tu as la ceinture et bordel. Parce que par contre, là, tu ne peux pas remonter. C'est au-dessus, le plafond, c'est de la pierre. Donc là, il ne faut pas être claustrophobe quand même, quoi. Non, mais il y a des cénotes qui sont énormes. Mais c'est lumineux quand même. Il y a des comme c'est très proche de la surface, tu as des endroits qui sont écroulés en fait, qui sont effondrés, et en fait la lumière rentre. Donc tu as quand même non, c'est pas une plongée de nuit à la lampe, quoi. Et une pétoche là, une fois où tu as flippé de ce que tu as vu, de ce que tu as rencontré Non, jamais. Problème de matos. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Des problèmes de tomber en panne d'air, par exemple. Ça pouvait arriver, parce que dans le temps, il n'y avait même pas de mano, en fait. C'était à l'époque. Aujourd'hui, les plongeurs, ils ont un manomètre qui indique la pression de la bouteille. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de mano, c'était trop cher. Il y avait une réserve. C'est-à-dire que tu tirais une tige sur le côté de la bouteille qui déclenchait les 50 derniers bars. Donc, alors, il suffisait par exemple de plonger avec la réserve baissée. Tu plongeais, et puis au moment où tu n'avais plus d'air et que c'est le moment de tirer la réserve, ah ben merde, on est parti baisser. Donc tu as consommé déjà. Donc là, tu n'as plus d'air et il faut mieux que tu aies qu'un pote à proximité, quoi. C'est là, les amis, où il y en a qui le font, mais bon, la plongée, on ne plonge pas seul.
Jamais. C'est le début. Sinon, c'est le début des problèmes. Et tu disais que plusieurs détendeurs, dit l'octopus, c'est-à-dire que le deuxième, en fait, il est là au cas où le premier ne fonctionne pas, mais il est surtout là au cas où il y a un problème avec un buddy, un autre plongeur, de façon à ce qu'il puisse venir tirer sur votre bloc. Mais pour le coup, là, il faut remonter. Qu'est-ce que tu peux dire à nos amis qui ont peur de la plongée, etc. Parce que dans l'eau, dans la mer, il y a le grand méchant requin qui va venir vous manger. La réalité, c'est que croiser des requins en plongée, c'est absolument magique, parce qu'en fait, c'est un gros poisson et que, en fait, il n'en a globalement rien à faire de vous. C'est ça, quand même, le sujet. Les plongeurs, ils recherchent un requin. Voilà, voir des requins, c'est sympa. Il y a quelques espèces de requins, type grand blanc, mais qui sont très localisés dans le globe, qui sont dangereuses. Mais de toute façon, on ne plonge jamais les clubs de plongée. Tu vas à Cozumel, en mer de Cortés. S'il y avait le moindre problème, ils ne prendraient pas l'exemple. Oui, non, mais par ailleurs, le requin blanc dont tu parles, c'est un requin qui est dans le Grand Bleu, qui est en haute mer, etc. Ou à des endroits sur des récifs où il y a des manchots, il y a des trucs, etc. C'est pas des endroits de plongée. A priori, non. Si tu plonges en plein milieu de la mer où il y a 500 mètres de fond, il n'y a pas de récif, il n'y a rien, la plongée n'a aucun intérêt, puisque tu ne vas pas voir de poissons, tu ne vas pas voir de faune. S'il n'y a pas de faune, il n'y a pas de poissons. Voilà. Je ne veux pas décourager les futurs amateurs. Moi, j'ai vu avec un petit poisson, un petit baliste en fait. Un baliste, c'est des poissons avec des trucs de perroquet, avec des becs de perroquet. Moi, j'ai vu un plongeur se faire sectionner un doigt, par exemple. Ouais, mais c'était le fameux baliste titan, très agressif. Ouais, parce que tu passes à proximité de son. Oui. Alors là, ce que tu décris, moi, on me l'a expliqué quand j'ai passé le niveau 2 chez Paddy. Quand il y a un baliste titan, en fait, il faut faire très attention parce que tu me diras si c'est confirmé, c'est qu'il y a un nid où il y a ses œufs, et si on passe dessus, ce baliste-là, lui, charge à la verticale. C'est-à-dire qu'il vient vous chercher jusqu'à la surface, etc. Et une baliste, c'est comme une torpille. Comme et poisson. J'ai vu, moi, un plongeur, voilà, c'est vraiment un cas exceptionnel, sur des centaines de plongées. Le mec a quand même remonté avec la moitié du doigt parti, quoi. Mais Steven Spielberg, il a fait les dents de la mer, il n'a pas fait la baliste de la mer. Ouais, il aurait dû. Allez, les amis, il faut à un moment, à chaque plaisir, une fin quand même. Il faut qu'on enchaîne sur la dernière séquence. Ta prochaine montre, là j'ai l'impression que ta prochaine montre, en fait, c'est pas le sujet, quoi. Non, c'est clairement pas le sujet. Je ne me vois pas acheter une montre. Si j'avais une montre à acheter quand même, je dois dire que la plus authentique, la plus légitime que je pourrais acheter, c'est la ZRC Grand Fond. Voilà. T'as aimé l'épisode de Petite Montre entre amis. Salut Benjamin, t'en as suscité des vocations avec ta ZRC Grand Fond. Et t'as vu avec le petit logo de la boîte à Marseille. Non, mais elle est magnifique. La couronne à 6 heures qui est protégée. C'est des détails. Qui est protégée contre le dévissage une fois qu'elle est portée. C'est-à-dire qu'on peut régler que enlever. Je sais pas si ça te rappelle de ce détail-là. Non, ça c'est de la. Voilà, avec l'histoire de la Marine nationale. Voilà, ça c'est de la. Moi, voilà, je l'ai découvert effectivement à travers la chaîne et je dois dire qu'elle est sympa, elle est authentique. J'ai l'impression qu'elle est authentique. Même peut-être qu'il y a du marketing derrière, mais oui, il y a du marketing chez tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de légitimité. On va dire la légitimité, à un moment ou un autre, c'est l'histoire qui fait la légitimité. Puis quand l'histoire, elle est réelle, elle est avérée, de la R&D, des développements, etc. Et un outil qui, à une époque, a réellement été nécessaire, vital, on ne pouvait pas faire autrement, forcément, 50 ans plus tard, quand tu as cette légitimité, plus un marketing très efficace et très performant, ça arrive à te mettre dans la tête que monde de plongée égale Rolex Submariner. Ça aurait pu être Blancpain 50 Fathom, bien sûr. Ça aurait pu être ZRC Grand Fond, sauf que ces deux marques, ces deux modèles-là, Omega Seamaster, Cloprof, ont, à mon sens, la même légitimité. Bien sûr, oui. Mais ils ont eu des histoires plus difficiles dans toutes les problématiques, etc. Blancpain, c'est pas le même budget non plus.
Tu vois, il faut aussi parler de la même. Si tu veux te faire plaisir, tu te payes le beau bouquin de Blancpain sur la 50 Fatome, absolument magnifique, où il y a toute l'histoire des plongeurs du commando marine, Bob Maloubier, toute son approche, etc. Ou pour les besoins militaires cette fois-ci, pas des besoins d'exploration comme le commandant Cousteau, mais des besoins militaires. Attends, tes plongeurs, s'ils veulent accoster, pénétrer des zones de guerre, etc., en toute discrétion, il ne faut pas qu'ils se retrouvent à la surface, j'ai plus d'air, j'ai un problème, etc., parce que tout ça. Les amis, on remercie fortement Eric pour cette superbe émission. Si vous avez envie de participer, vous faites comme Eric, www.dailyshoes.fr et puis vous venez présenter votre montre. Sur ce, on s'est régalé. Vous avez bien compris qu'on pouvait présenter plusieurs fois la même montre. On a eu Clément avec une 114 060. Et bien là, on a Eric, un plongeur. Demain, ce sera une autre marque, un autre modèle. C'est ça la passion des montres. Ciao, ciao!